Bonjour et bienvenue sur Style Comics, c'est Olivier et aujourd'hui une petite vidéo à la cool pour vous parler de Fantastic Four Full Circle d'Alex Ross. Alors là j'ai commandé la version VO, bien que apparemment les versions VF en fait qui existent en souple et en cartonné sont aussi de très bonne qualité. Dites-moi dans les commentaires si ce que vous avez pensé de ces éditions françaises et si elles possèdent à peu près la même chose que la version anglaise. Juste un petit truc sur la fabrication de la version anglaise. Je préfère en règle générale la VO effectivement pour lire, mais je trouve que la qualité du bouquin est à la fois bonne et discutable. Rapidement, elle est plutôt bonne au niveau de l'épaisseur du papier, la reliure semble de qualité, la couverture est propre, etc. Mais par contre, j'ai dû pas mal décoller les pages les unes des autres, et on voit que, alors que le bouquin n'est pas très épais, la reliure est quand même bien serrée, ce qui fait que vous allez voir sur certaines doubles pages, c'est pas forcément extraordinaire pour arriver à voir vraiment la page en son entièreté. C'est un petit peu dommage généralement on voit ça sur des omnibus avec beaucoup plus de pages. Mais bon, voilà, vous me direz si la version française a ce problème-là. C'est pas dramatique pour la lecture, mais c'est un petit peu, pour un bouquin qui est censé être de très haute qualité, c'est un petit peu dommage. Sinon, à part ça, une couverture plutôt sympa, qui je trouve embarque à la fois les qualités et les défauts graphiques de l'œuvre, on va y revenir. Et puis on voit qu'il y a effectivement une dust jacket, donc une couverture supplémentaire. Hop, je vais l'enlever pour la lecture, qui est plutôt sympathique en fait, puisque c'est tout simplement les origin story des 4 Fantastiques qui sont racontées ici, un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Alex Ross chez DC. Donc rien de bien innovant, puisqu'on a déjà vu ce type de format là sur double page, mais on retrouve ici le style plutôt peint et traditionnel d'Alex Ross, différent de ce qu'on va voir ici, avec cette utilisation de maillot bleu aussi pour raconter l'histoire. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et finalement ça me fait presque un petit peu regretter que le reste du comics ne soit pas dans ce style-là, mais je vais y revenir. Alors, on a un beau petit volume quand même, avec le logo du 4 qui a été redesigné par Alex Ross justement pour cette série. Les pages d'intro aussi, ce qu'on note d'entrée de jeu, c'est qu'effectivement Alex Ross va utiliser son style très réaliste évidemment dans la représentation des personnages, et d'entrée de jeu on voit qu'on est dans une représentation vraiment très comic book des gueules des personnages. On a quand même des personnages avec des belles gueules, mâchoires bien carrées, etc. Mais ce qui m'a particulièrement plu et qui saute aux yeux dès cette première image, c'est la façon dont il va texturer la chose tout au long de cet album avec cette approche très réaliste. J'ai vu dans une vidéo notamment qu'il s'inspirait d'une sculpture de la chose justement qui avait été réalisée par un ami à lui, et ça se voit dans la reproduction des textures qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On notera aussi la coiffure de Sue Storm, qui est vraiment aussi dans le style de la coiffure de l'époque, en fait, auquel ce comics rend hommage, puisque vous le savez peut-être, c'est un comics qu'il a voulu dans la continuité des 4 Fantastiques de Lee et Kirby, puisque ça se rattache directement à une célèbre histoire qui, je crois, s'appelait This Man, This Monster, quelque chose comme ça, qui est une très belle histoire des 4 Fantastiques de la grande époque. Je vais pas évidemment feuilleter tout le bouquin, je vais juste essayer de m'attarder rapidement sur quelques pages qui sont selon moi révélatrices de ce qu'on peut aimer ou ne pas aimer dans ce comics. Cette première double page en fait est assez révélatrice de ce qui en moi va être à la fois la force et un peu la faiblesse aussi de ce comics. Tout d'abord, travail d'ancrage d'Alex Ross, c'est assez rare pour le signaler. Je pense qu'il y a un mélange à la fois de crayonnés qui subsistent dans des tramés, dans des traits comme ici, ou là sur le canapé, et d'ancrage plus traditionnel qu'il a l'air d'avoir fait au pinceau dur, et qui se voit notamment ici, ce travail-là qui est absolument incroyable sur la texture de la chose, puisqu'on voit qu'à la fois c'est ancré, mais on a l'impression aussi qu'il a sauvegardé des effets de texture entièrement faits au crayon et au dégradé, ce qui donne énormément de profondeur et d'effets et de reflets avant même que la couleur soit appliquée. Et puis cette cohabitation là, elle est
Elle est à la fois très intéressante pour la précision de l'ancrage, qu'on peut voir ici sur les aspects techniques, on le dit sur la chose, et notamment sur cette image-là, où vraiment le volume du visage de la chose est parfaitement rendu, et texturé ici, puisqu'on voit vraiment la précision de chaque rocher. Il y a cette espèce de patine en fait, d'usure qui est plutôt bien rendue, qu'on n'a pas l'habitude de voir rendu comme ça, qui est plutôt rendu par des petits traits ou des petits picots et tout. Là, c'est vraiment une texturisation qui est vraiment très précise et très réaliste. Et en même temps, cet ancrage, j'ai le sentiment tout au long de l'album qu'il ne donne pas trop d'informations sur finalement sur l'éclairage en tant que tel, ou en tout cas la façon dont la scène va être éclairée. Et c'est peut-être effectivement une des limites, je trouve, dans cet album en fait, et quelque chose qui va nuire un petit peu à l'histoire. On va voir. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve aussi là-dedans? Bon, bien évidemment, Alex Ross garde quand même son style très réaliste, que ce soit en termes des visages, en termes des décors, etc. On trouve ce mélange de textures et de décors à la fois évocateur du style Kirby. On voit dans les technologies ici, on a beaucoup de formes que l'on retrouve bien évidemment chez Jack Kirby dans les designs de la technologie, des meubles un petit peu anciens, et tout ça qui cohabite effectivement avec un style très réaliste au niveau des visages, notamment de l'anatomie, effectivement, des textures de la chemise. Regardez celle-ci par exemple, cette texture de chemise qui est assez extraordinaire ici, qui est parfaitement bien rendue. Donc c'est vrai que c'est un petit plaisir là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que, comme je vous disais, l'ancrage va pas forcément être utilisé, je trouve, pour guider le regard. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, comme chez d'autres artistes, et même certains artistes qui ont un style un peu plus réaliste, comme Liber Mero par exemple, l'utilisation de l'ancrage, de zones d'ombre pour créer des espaces négatifs, guider le regard, etc. Là, en fait, je ne sais pas si c'est parce que Alex Ross a plutôt l'habitude d'utiliser la couleur après pour guider le regard et créer ces effets de profondeur et guider par le lecteur en fait à travers la case. Mais là, en fait, son ancrage est à la fois très détaillé, très abouti et avec un bon effet de texture, comme je disais, sur certaines matières, comme la chose ici, où vous allez voir après sur les aliens ici. Mais en revanche, beaucoup moins utile, on va dire, pour signifier, pour travailler les ombres sur d'autres choses. Du coup, ça veut dire que cette gestion de la lumière repose sur la couleur. Or, vous l'avez compris, le style de colorisation qui est présenté ici est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Alex Ross. En gros, ce que j'ai lu, il a souhaité se donner comme contrainte de rester dans le cadre des limitations de couleurs qui s'appliquaient un petit peu à l'époque. Il a recherché un petit peu les travaux de colorisation qui étaient faits chez Marvel et chez DC aussi. Il parle d'un coloriste par exemple que je ne connaissais pas qui s'appelle Jack Adler et qui, dans ce que j'ai pu voir effectivement, avait une grande capacité d'utilisation de couleurs assez basiques, bien avant la séparation par ordinateur des couleurs, et qui crée des compositions assez originales. Et en fait, on le voit ici un peu, cette recherche de composition avec des aplats de vert qui vont contraster avec du bleu, avec des personnages qui du coup sont dans des teintes roses pour pouvoir ressortir et contraster. Ça donne quelque chose alors qu'on pourrait qualifier de un peu psychédélique, un peu pop art, tout ce que vous voulez. Sans doute, je m'y connais pas forcément assez là-dedans pour pouvoir dire si effectivement on retrouve ce style-là, parce que je pense pas qu'il suffit de balancer des couleurs très vives et complémentaires, ou de croiser effectivement du rose très vif avec du vert très vif pour faire du pop art. Mais j'avoue que l'ambition à ce niveau-là m'échappe un petit peu, puisque la couleur semble à des moments avoir été se juxtaposer par exemple à la chose ici pour compléter parfaitement l'effet de texture et d'ombre et qui renforce l'ultra-réalisme un petit peu de la chose, et à l'inverse vient totalement aplatir ici par exemple Red Richards est totalement aplati par cette couleur qui est placée effectivement avec en plus l'effet de petits pointillés texturés comme dans les comics à l'ancienne. Donc ça, c'est vrai que ça m'a laissé un peu dubitatif.
ici sur cette page on voit plutôt la colorisation traditionnelle d'Alex Ross, puisque c'est censé être une scène en flashback, donc là il a voulu vraiment appliquer, et on voit du coup que le travail sur les ombres par la couleur, et donc c'est le positionnement des personnages et de leur volume est beaucoup plus évident, je trouve, et beaucoup plus travaillé que sur ces autres pages. Voilà, la suite du flashback, je trouve que c'est assez magnifique en fait, notamment on retrouve le bel effet de texture de la chose, qui est assez sublime, où chaque rocher est bien complémenté par les ombres et par la lumière, ce qu'on va pas forcément retrouver. Et donc du coup cette œuvre là va, je trouve, avoir ce dialogue un peu complexe entre des couleurs qui aplatissent et un dessin très réaliste qui donne du volume. Et c'est un dialogue qui, je trouve, parfois est un peu cacophonique en fait, et un peu des fois au détriment de l'histoire. Cette double page, je trouve, représente assez bien aussi ce qui me gêne un petit peu, en tout cas ce qui m'interroge sur cette œuvre. Pour être tout à fait clair à ce stade-là, je peux pas dire que j'ai aimé ou détesté ce comics. J'ai lu l'histoire assez rapidement, je la relirai, elle a l'air plutôt intéressante. Mais par contre, ce qui m'interpelle, c'est que je suis à la fois fasciné par la technicité et du dessin, de l'expérimentation de la couleur et tout, et en même temps, si je prends ça en termes de pur plaisir de lecture, j'ai l'impression que c'est une œuvre qui me laisse beaucoup en dehors et qui va me challenger un petit peu, et notamment me demander d'essayer de l'analyser, de rentrer dans plus qu'elle ne va me guider. Et par exemple, sur cette page, c'est assez flagrant puisqu'on retrouve finalement pas mal de choses qui rendent cette double page assez complexe à lire. La première chose, c'est que, pour être tout à fait clair, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au-delà de l'émergence de toutes ces créatures, il faut pouvoir se retrouver. Et c'est vrai qu'Alex Ross, en plus, a cette tendance à découper les cases avec déjà une superposition de cases dans des formes totalement différentes, ce qui, pour le coup, n'est pas forcément le style de Kirby. Là-dessus, il est vraiment parti dans son style de découpage à lui. C'est un style de découpage qu'il n'avait pas forcément à l'époque sur Kingdom Come et sur Marvels plutôt, qu'on a retrouvé plus sur d'autres titres d'ici qu'il a fait plus tard, et ça avait ses limites, je trouvais, parce que dans la lisibilité, ça ne facilite pas toujours, et notamment lorsque il prend des cases de ce format-là qui cohabitent avec des angles un peu complexes en fait, des contre-plongées aussi fortes qui font que ça peut se suivre, mais comme les cases ne sont pas délimitées par des traits extrêmement épais, elles ont du mal à ressortir, et qui plus est quand on ajoute des éléments qui sortent des cases, ça ne facilite pas la lecture, et c'est pas la pire là-dessus. Même chose sur cette page ici, la profusion d'éléments fait qu'on arrive à se repérer, mais les couleurs n'aident pas du tout, puisque encore une fois, l'éclairage ne semble pas nous guider. Ici, si on peut comprendre que l'émergence des créatures déchaîne cette lumière jaune qui éclaire effectivement les personnages, quid de cette lumière-là qui, elle, semblerait aussi devoir aider à guider le lecteur, et en fait là, elle vient plutôt faire concurrence. Ici, même chose, on a la flamme de la torche qui va créer un éclairage, mais qui ne se répercute pas tout à fait de la même façon, et puis surtout qui ne permet pas de faciliter la lisibilité du reste de la scène. C'est assez étrange en fait, et là encore une fois, cette superposition et cette utilisation du jaune ne m'aident pas forcément à me repérer dans la page, parce que on va le voir ici, on a cette grande zone de jaune qui est légèrement prolongée ici, qui est légèrement prolongée sur ce mur, ce qui fait qu'en fait j'ai un espèce d'axe de lecture un peu naturel que mon œil va essayer de suivre, ce qui n'est pas totalement déconnant en soi si effectivement le sens de lecture va avec. Or là, on est dans un sens de lecture plutôt latéral, en plus incliné. Voilà, un petit peu de mal avec cette page, même si, encore une fois, graphiquement, elle est magnifique. Les designs des créatures sont plutôt cool. Ça rappelle d'ailleurs un alien qu'il y a dans... un peu dans les X-Men aussi, je ne me souviens plus exactement, mais ça me fait penser à un alien qui avait dans les X-Men. Donc voilà, donc là-dessus, plutôt intéressant, la sous-storm est magnifique, il n'y a pas à dire. Même chose pour Ed Richards, mais voilà, un peu de confusion, et ça va pas aller en s'améliorant. Je vais passer rapidement après, mais je vous montrerai aussi deux pages aussi que je trouve complexes. Là, sur cette page aussi, typiquement, voilà, le choix de la couleur peut laisser sceptique, comme cet aplat de rose derrière Johnny Storm qui revient en forme humaine, donc dont la peau est rose aussi, donc le contraste est pas super évident. Et même chose ici pour ces choix, où on va avoir
cette lumière violette dont on ne connaît pas forcément l'origine, et ça c'est toujours quelque chose qui me pose question dans cette colorisation, c'est qu'il y a certaines couleurs qui semblent être, comme ici dans le décor, posées en aplat, pas forcément pour représenter d'ailleurs la texture, hein, mais juste pour peut-être créer un contraste. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est ce jaune-là qui est appliqué sur le toit? Pourquoi est-ce que cette couleur qui va davantage ressortir nous invite à regarder le toit? Là où en fait les autres personnages sont moins complimentés par la couleur. Et aussi pourquoi parce que finalement on a ces espèces d'effets qui viennent s'appliquer comme si effectivement il y avait des sources de lumière complémentaires rose ou jaune dans le décor, mais on ne les voit pas à l'image. Et donc du coup, c'est un petit peu difficile, je trouve, d'arriver à savoir si effectivement on a ces couleurs par le résultat d'une source de lumière particulière ou si c'est juste un aplat de couleurs. Et ça, c'est on va dire une tendance et qu'on retrouve ici sur cette image. Où en fait, ce double éclairage que l'on pourrait avoir ici et qui se fait pas mal hein, au cinéma, où on va avoir une source de lumière bleue, une source de lumière rouge qui viennent cohabiter sur un même personnage. Donc la source de lumière en soi, elle est très bien construite. On a l'impression d'ailleurs qu'ils sont irradiés par le plafond qui est vert, qui maintenant est devenu vert alors qu'il semblait jaune précédemment. Donc c'est pas déconnant en soi, mais ce qui pourrait fonctionner, ce qui va fonctionner à un moment donné, je trouve, sur cette image-là et qui va lui donner une intensité dramatique un peu plus forte, n'est pas la même règle qui est appliquée selon moi hein, sur l'ensemble de l'album, et donc du coup on s'y perd. Et on le voit après tout de suite la page d'après, la source d'éclairage, en fait là on a une simple ombre qui texture et qui donne beaucoup de volume au personnage, mais avec à côté de ça une cohabitation très, très plate, très flat de quelque chose, et un élément qui est ici de technologie qui va faire cohabiter des couleurs dont, encore une fois, on ne comprend pas forcément la complémentarité, surtout lorsqu'on a une cohabitation comme ça entre du jaune, du jaune orangé, du orange, du jaune, avec du rose. Voilà, on a du mal à comprendre quelle est la grammaire que les artistes essaient de développer. Alors, ce que j'ai lu, c'est que Alex Ross a fait en fait les couleurs au marqueur sur des impressions de ses planches et les a données ensuite à un coloriste, d'ailleurs dont j'ai oublié de dire le nom, hein, mais on va créditer quand même, qui s'appelle Joss Johnson, qui a fait la colorisation. Et donc voilà, c'est un rendu infographique, en tout cas fait à l'ordinateur, d'une colorisation qui s'est faite à la base au feutre, au marqueur. Je vous invite à regarder l'album Mad Love de Bruce Timm, qui a fait la même chose en fait, c'est-à-dire qui a fait la colorisation de cet épisode de Batman entièrement au feutre, au marqueur, pour le donner au coloriste qui en a fait la séparation. Dans l'album Urban, il y a les planches originales effectivement colorisées par Bruce Timm, et on voit le travail et la cohérence de la colorisation de Bruce Timm là-dessus. On voit ce qu'il apporte en termes de texture, de chaleur là-dessus, et c'est plutôt pas trop mal reproduit et suivi par le coloriste. Là, comme on ne voit pas les originaux, ça aurait été d'ailleurs une bonne idée d'intégrer un petit peu plus de planches originales d'Alex Ross là-dessus pour qu'on voit le travail, et notamment une version noir et blanc, je pense, aurait été intéressante. Mais bon, je continue aussi là-dessus, c'est que donc là on a voilà, une séquence presque plus normale, mais qui fait aussi apparaître un autre questionnement que j'ai sur cette charte graphique, on va dire, c'est si on est dans de l'utilisation à des moments d'aplat comme ça, de couleurs et sans aucune texturation, sans aucun effet moderne, on va dire, pourquoi est-ce que du coup l'artiste opte pour ce rendu presque réaliste des reflets des costumes, ce qui n'était pas non plus quelque chose qu'on voyait chez Kirby. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a cette espèce de superposition de règles de colorisation modernes avec une limitation de palette à l'ancienne, mais aussi cette cohabitation entre cette idée de mettre en aplat des décors et faire cohabiter avec au contraire un rendu de texture beaucoup plus élaboré sur d'autres objets, mais qu'on a du mal à comprendre quelles sont les règles de ces choix. Est-ce que ce sont uniquement les personnages ou les éléments de premier plan, ce qui n'est pas le cas parce qu'on voit à des moments les personnages sont au premier plan et sont aplat. Donc ça perturbe, je trouve, un peu, et je me suis retrouvé en fait à me questionner beaucoup plus là-dessus qu'à véritablement rentrer dans l'œuvre. Un autre exemple aussi d'un découpage des fois d'Alex Ross un peu particulier, c'est qu'en fait là ça se lit de gauche à droite, mais en fait si j'ai bien compris, on continue avec les bulles qui sont plutôt bien placées du coup pour nous aider à lire dans ce sens-là, alors que les personnages sont tous tournés dans ce sens de lecture, donc on est à la fois en conflit sur une lecture
de gauche à droite, et en même temps, on voudrait lire vers le bas, et en même temps, on doit arriver à cette case-là, qui est le passage, et qui est la transition qui est censée se faire là, et on la comprend par la bulle. Et d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que le coloriste, il a un peu, le lettreur a un peu rattrapé le taf, puisque vraiment, il a fait un excellent travail pour nous guider jusqu'à cette case, alors qu'on aurait eu tendance à la lire comme ça, et comme ça, et se rendre compte que cette case venait après. Voilà, pas très clair. Bon, ça c'est quand même une super belle page. Je vais pas m'attarder trop parce que c'est quand même bien si vous pouvez découvrir l'œuvre par vous-même et prendre le temps aussi de regarder. Voilà, petite anecdote, cette image-là, c'est vraiment la représentation de la statue qu'Alex Ross a utilisée comme modèle. Il y a une petite vidéo sur YouTube que vous pourrez trouver qui le montre en train d'ancrer cette planche et justement de se baser sur la statue. Il y a quand même de très belles pages, mais vous voyez, cette page, elle est à la fois magnifique, d'Annihilus. J'aurais peut-être dû dire d'ailleurs que à ce stade-là il faudrait lire l'œuvre avant, pour pas se faire spoiler un petit peu. Mais voilà, maintenant vous le savez à ce stade-là. Donc cette planche-là, elle est encore une fois assez magnifique. On peut qu'observer l'incroyable travail de reflet qui est fait sur l'armure, les différentes gestions des couleurs, etc. Mais là, on est presque dans un rendu très réaliste, très moderne en tout cas, de la colorisation et des reflets, avec une choix de palette et cette omniprésence du rose par exemple, qui peut difficilement s'expliquer et qui encore une fois n'aide pas forcément à la compréhension de ce qui se passe, notamment parce que le casque d'Annihilus qui est vert a non seulement des reflets ici de couleurs qui sont très très différents, donc qui ne nous permettent pas tout de suite d'identifier sa tête, mais qui en plus vont se mêler un peu avec le vert du fond. Donc pas facile du tout, je trouve, de s'y retrouver. Voilà, je vais pas évidemment, comme je disais, vous passer toute l'œuvre en revue. C'est pas l'idée de vous spoiler, et puis vraiment c'est plutôt intéressant pour vous de découvrir l'album dans sa globalité. Voilà, clairement ce qui me pose question, je trouve aussi, et bien visible dans cette planche, c'est que on voit que Alex Ross maîtrise son sujet, maîtrise les designs des personnages, sait parfaitement s'appliquer à rendre en détail la texture de la chose, mais j'ai envie de dire, quand je regarde cette page, à quoi bon? À quoi bon? Parce que déjà d'une part, cette cohabitation-là, aussi précise d'un ancrage, avec ces zones d'interaction entre des cases, c'est un truc généralement qu'on nous conseille d'éviter quand on dessine, c'est d'avoir des lignes d'interaction. En fait, par exemple ici, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais le point ici et la ligne du doigt est légèrement prolongée par la bouche en fait de la case d'à côté. Et du coup, ces interactions-là font que la couleur n'apportant pas une ambiance particulière et ne permettant pas en tout cas de mieux distinguer les cases. L'épaisseur des cases n'étant pas importante, si à la limite on avait été dans une séparation des gouttières de cases qui avaient été blanches, on peut le retrouver d'ailleurs sur certains comics qui sont peints, où en fait cette gouttière en blanc permettent de mieux séparer les images. Là pour le coup, on a vraiment des masses, en plus très détaillées ici, en fait, qui se suivent et qui du coup n'aident vraiment pas à la lecture. Même chose ici, où vous avez le rendu du rocher très détaillé, avec beaucoup d'effets de traits derrière, voilà, et une couleur qui vient en plus apporter une source lumineuse, mais qui n'apporte pas grand chose dans la lecture de la case, ce bleu qui vient alourdir et qui se mélange un peu au costume, bref, pas forcément évident. Je trouve que la lecture est challengeante, et on a envie de se dire, bon ben, enlevez-moi ces couleurs déjà pour que j'essaie de m'y repérer, mais même sans ça, je pense que l'ancrage ne rend pas forcément service, et ça me pose un petit peu de question. J'avais déjà vu de l'ancrage d'Alex Ross, mais ça montre aussi que l'ancrage, c'est aussi une question de contour. C'est pas seulement une question de précision dans les détails, dans le rendu des textures, etc. C'est aussi une question de volume, de découper en fait et de faire exister les personnages avec le décor. Il y a de très très bons encreurs qui savent parfaitement créer cette différence d'épaisseur de ligne
pour faire comprendre le positionnement et les interactions entre les personnages et son décor. Et là, on va le voir par exemple sur cette scène-là, et je finirai là-dessus, où en fait on a un rendu qui est parfait, les lignes sont hyper propres, c'est chirurgical, et en même temps, la chose ou les autres personnages vont légèrement sortir par les ombres qui existent, les texturisations, mais finalement ce décor-là, pour moi, il n'a pas un effet comme pouvaient l'avoir les décors chez Kirby, où il y avait pareil un travail sur le trait, sur de la dynamique, c'était moins froid, et même s'il faisait des choses aussi très géométriques, parce que là on retrouve beaucoup de formes que l'on voit chez Kirby, il y avait une énergie organique que l'on ne retrouve pas ici, que la couleur ne porte pas. La compo est plutôt cool, vraiment cet effet de plongée est vraiment plutôt cool, mais comme les personnages ne ressortent ni par l'ancrage ni par la colorisation, je trouve qu'au final ça pose un petit peu question. Donc voilà, donc une petite... je vais essayer de pas vous spoiler la fin, je vais revenir là-dessus. Voilà, donc Full Circle, je pense que l'histoire est plutôt, encore une fois, plutôt sympa. Je vous disais, j'ai lu la fin, etc. notamment, et je trouve que le rendu, en fait, l'hommage est plutôt intéressant. Techniquement, il y a plein de choses, encore une fois, dans le dessin d'Alex Ross qui sont passionnantes, et le talent du gars est incontestable, même si, en termes de storytelling et de découpage, je reste encore dubitatif, et je trouve que là, pour le coup, les couleurs ne rendent pas vraiment service à ça. Maintenant, on peut saluer le côté expérimental. C'était pas, enfin, on voit pas tous les jours des choses un petit peu aussi différentes. C'est bien aussi, je trouve, qu'un artiste de ce niveau se challenge un petit peu de temps en temps et tente des nouvelles choses. Je peux pas forcément dire que j'adhère totalement à ça, mais c'est une œuvre qui m'intrigue et qui, je pense, va nécessiter que je revienne un petit peu dessus de temps en temps pour voir si je ne découvre pas en fait des nouvelles choses. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou sur Twitter par exemple, si vous avez peut-être mieux compris que moi cette démarche et ce qu'il a voulu faire, s'il y a des références effectivement que je n'ai pas vues et qui peuvent expliquer aussi ce travail sur les couleurs, ça m'intéresse. Je pense que c'est pas une œuvre achetée à la poubelle, je pense qu'au contraire c'est bien qu'il y ait quelque chose d'un peu challengeant comme ça, mais pour moi le gros point faible reste vraiment la narration. C'est des pages un peu confuses, donc on peut se perdre à la fois, voilà, sur une double page comme ça, c'est très très beau, on va aller traquer chaque détail, etc. La couleur fait un petit peu plus le job d'ailleurs sur cette page là pour nous situer, mais ça reste quand même une œuvre, je trouve, qui se veut peut-être très psychédélique, mais voilà, je suis pas forcément sûr que j'avais envie de lire les 4 Fantastiques en ayant l'impression d'être sous LSD. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce que vaut Full Circle, si vous aimez, allez vous procurer l'édition française chez Panini et l'édition américaine, et laissez-moi vos commentaires et vos avis sur YouTube ou sur Twitter, ça m'intéresse qu'on continue à échanger là-dessus, et si vous avez aimé ou ne pas aimé du tout Full Circle, et si vous aimez en règle générale aussi Alex Ross, parce que c'est un artiste qui a une cote extraordinaire, du fait de la qualité technique incroyable de son travail aussi, mais je peux comprendre aussi qu'il laisse à la porte d'autres personnes du fait parfois du manque d'énergie ou d'innovation graphique de son style. On peut des fois avoir l'impression qu'Alex Ross, une fois qu'on a vu son travail, on a un peu tout vu. C'est pas tout à fait le cas. On voit que, notamment sur les couvertures, dernière couverture d'Iron Man, le gars s'est challengé à un niveau incroyable pour tout ce qui concerne la gestion des reflets, etc. Donc c'est vraiment un artiste que j'aime bien suivre, qui présente des choses intéressantes. Mais maintenant, voilà, c'est un vrai questionnement aujourd'hui sur ce qu'il a voulu faire avec ça. Et est-ce que je ne suis pas sûr que ce sera une œuvre comme Kingdom Come qui restera un petit peu dans les annales, mais bon, à voir. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici pour cette petite vidéo improvisée. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format vous plaît et si vous souhaitez voilà, quelque chose de plus informel comme je viens de faire aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas non plus à partager, liker et commenter cette petite vidéo pour aider la chaîne à redécoller. C'est pas qu'elle ait vraiment décollé jamais très haut, mais là c'est un petit peu dur sur les dernières vidéos, donc n'hésitez pas à la faire connaître.
Merci d'avance, et puis merci de votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle analyse des styles des comics. Ciao!